Chers auditeurs, là nous changeons de registre, nous changeons d'époque. Durant les 30 premières années de la Ve République, la responsabilité du ministre a fonctionné comme il se devait dans une démocratie. Responsabilité politique. Le ministre pouvait démissionner pour désaccord politique, modèle Chevènement, être renvoyé pour dissidence politique, modèle Antoine Pinay, être remercié pour faiblesse politique, être renvoyé pour ne pas avoir respecté la solidarité gouvernementale. Dans les 30 années suivantes, tout change. Les démissions politiques se raréfient, les démissions judiciaires se multiplient. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans Démission, le nouveau podcast qui raconte les démissions de ministres sous la Ve République. C'est une production Europe 1 Studio avec le soutien du Club des juristes. Épisode 5, soupçonné égale jugé. Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. La responsabilité Je suis choquée du mauvais traitement qui est réservé aux femmes ministres. de ce genre de décision Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. incombe à l'autorité politique, c'est-à-dire au ministre. Pourquoi cette bascule d'une responsabilité politique vers une responsabilité judiciaire ? Eh bien, en 30 ans, plusieurs paramètres ont changé. D'abord, les juges. Les juges affirment petit à petit leur indépendance. Plus question d'enterrer une affaire si elle met en cause un politique. Et puis la loi change dans les années 90. Elle encadre plus strictement la vie politique, le financement de la politique, elle moralise, elle fait le ménage. Plus question d'accepter des financements politiques occultes et sans limite, ni d'utiliser l'argent public d'une municipalité au profit d'un parti, ou de prendre des commissions sur les marchés publics, etc., etc. Et plus question pour le président de la République et son Premier ministre de laisser un ministre mis en cause dans ses fonctions. Autrefois, c'était la belle époque de l'impunité. D'abord, la guerre d'Algérie a accaparé tous les esprits. Et puis une fois cette guerre terminée, enfin terminée, sont arrivées les belles années de croissance. Le chômage ne touchait presque personne. La consommation progressait avec le pouvoir d'achat. Les Français étaient contents de leur politique. Ils ne leur cherchaient pas noise. Les juges non plus. Et puis le parquet était aux ordres du ministre de la Justice qui pouvait donner des instructions dans des affaires individuelles et ne s'en privait pas. Au demeurant, la politique ne coûtait pas très cher. Des affiches électorales assez artisanales, pas de marketing, de conseillers com, de sites internet. La belle époque, donc. Un seul cas d'un ministre obligé de démissionner pour raison judiciaire en 33 ans. En 1972, Philippe de Chartres, ex-mendésiste devenu gaulliste de gauche. Et encore a-t-il fallu attendre sa condamnation par la justice dans l'affaire immobilière qu'il avait mise en cause pour se séparer de lui. Et puis, nouvelle époque, explosion des affaires et arrivée de ce qu'on appelle la jurisprudence Bérégovoy-Balladur. Dès qu'on est mis en cause par la justice, mis en examen, ça suffit, on est renvoyé. Parallèlement, les juges s'émancipent. Ils s'émancipent tellement qu'ils sont allés jusqu'à perquisitionner le siège d'un parti politique au pouvoir. Ça s'est passé le 15 janvier 1992, perquisition au Parti socialiste dans le cadre de l'affaire Urbain, des soupçons de financement occulte en marge de marchés publics. Pourquoi cet acharnement contre le Parti socialiste ? Pour le PS, c'est Jean-Jacques Kéran qui s'offusque au micro d'Emmanuel Faux. Pourquoi, au moment où Laurent Fabius prend ses fonctions et au moment où le président de l'Assemblée nationale doit être réélu, le Parti socialiste ne se laissera pas salir. Le Parti socialiste, en tout cas, est clair en ce qui concerne son financement depuis que nous avons mis en place la loi de 1990. Notez bien cette défense qui sera à peu près systématique lorsque quelqu'un est mis en cause dans une affaire, semi-complotiste quand même. Ah, on fait ça pour des raisons politiques, on fait ça parce que justement Fabius devient président de l'Assemblée nationale, et vous pourrez entendre près de 30 ans après, ou à peine moins, telle ou telle personnalité met en cause. Oh, c'est pas par hasard si on fait ça au moment où je reviens sur le devant de la scène. C'est toujours la même explication-justification.
Dans les années 90, le tout premier cas d'un ministre qui est mis en cause par la justice et qui se trouve forcé de démissionner du gouvernement, c'est Bernard Tapie. Ah, Bernard Tapie. Ex-chanteur, ex-animateur de télé, ex-repreneur de l'OM en 1986, l'Olympique de Marseille, 4 fois champion de France de 1989 à 92. Entrepreneur, grande gueule. À la surprise générale, l'ami du publicitaire Jacques Séguéla a séduit François Mitterrand. Et du coup a été candidat aux législatives à Marseille en 1988, battu de justesse, élu 1 an après, suite à l'invalidation du scrutin précédent. Bernard Tapie devient une célébrité nationale lorsqu'il affronte, en décembre 1989, Le Pen, Jean-Marie de son prénom, dans un débat télévisé pour lequel beaucoup s'étaient débinés. Démissionnez de votre mandat à Marseille et nous faisons, devant le peuple marseillais, une vraie campagne électorale. Tapie contre Le Pen, l'avocat de la bande des 4 contre l'avocat du peuple français. Et nous allons bien voir qui va gagner. Alors le mais face ça, à face, vous il ne est le là, ferez pour pas. l'instant, vous êtes là mais face vous à ne le face. ferez pas, monsieur Tapie, parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que non, vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, oui, vous soyez poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler La depuis seule que vous êtes différence, sorti. C'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Vous êtes un grotesque. Ensuite, vous êtes monsieur, un pitre, monsieur. vous avez dit, Attendez. attention. Écoutez, vous êtes un je vous ai dit, pitre. il y a une limite, vous dépassez la limite. Mais que ne Je me dites pas, face et ne me bravement. menacez pas Ensuite. physiquement, monsieur Tapie. Jean-Marie Le Il Pen. vous en cuirait. Parce que vous avez votre garde du corps, là. Non, moi. Vous rigolo. Enfin, regardez-vous. Ça a beaucoup plu et au moins Bernard Tapie ne se laissait pas impressionner. Sur ordre de François Mitterrand, il est nommé ministre de la Ville, mais ce premier passage au gouvernement ne dure guère. Georges Tranchant, député RPR des Hauts-de-Seine, donc de droite, de l'opposition, l'attaque pour abus de biens sociaux dans la société dans laquelle ils étaient associés et qui était chargée de la distribution de la marque Toshiba en France. Tapie est mis en examen. Et c'est la première application de ce qui deviendra la fameuse jurisprudence Bérégovoy-Balladur dont je vous parlais au début de cet épisode. Bernard Tapie est mis en examen, Pierre Bérégovoy, Premier ministre, exige et obtient de François Mitterrand la démission de son ministre le 23 mai 1992. Au micro d'Europe 1, les responsables socialistes se succèdent pour commenter cette décision. Il y a ceux qui reprennent les éléments de langage, comme Laurent Fabius et Jean-Jacques Kéran. La décision prise par Pierre Bérégovoy et Bernard Tapie est une décision sage. C'est une bonne, une sage décision, et pour lui, et pour le gouvernement. Il y a ceux qui en profitent pour régler leurs comptes. Tapie n'a jamais été ma tasse de thé, bon, c'est tout. Ça, c'était Pierre Mauroy. Et il y a ceux qui, sur le fond, regrettent la stricte application de l'équation soupçonné égale jugé, tel Julien Drey. Tapie était un personnage qui pouvait apporter beaucoup de choses au gouvernement. C'était un être sensible, malgré un peu sa forfanterie. Et je crois que c'est dommage. En tout cas, ce qui est intéressant avec Bernard Tapie, c'est que c'est vraiment le premier cas d'un ministre qui, juste parce qu'il est mis en examen, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve de sa culpabilité, il y a présomption d'innocence, mais un juge considère qu'il y a des éléments suffisamment probants pour enquêter, et le politique considère que ça suffit pour le faire démissionner. C'est comme si on avait tout de suite une condamnation, pas judiciaire, mais découlant d'une décision d'un juge qui ne condamne pas, qui enquête, il y a la condamnation, je dirais, médiatico-politique. Et donc c'est le début de la jurisprudence Bérégovoy, qui va devenir très vite la jurisprudence Bérégovoy-Balladur, ou la jurisprudence Balladur, c'est selon. Pourquoi ? Parce que très peu de temps après, la gauche est en déroute aux élections législatives de mars 1993, la droite revient au pouvoir, au moins au pouvoir à l'Assemblée et au gouvernement. Édouard Balladur est nommé Premier ministre, c'est la seconde cohabitation, et même la deuxième, parce qu'il y en aura une troisième après. Édouard Balladur reprend à son compte ce principe qu'un ministre mis en cause par la justice, avant même le moindre procès, doit démissionner. Et les ministres valsent. Juillet 1994, Alain Carignon, ministre de la Communication, mis en examen pour abus de biens sociaux dans l'affaire du Dauphiné News, démissionné. Il ira en prison. 3 mois après, Gérard Longuet, ministre de l'Industrie, mis en cause pour abus de crédit lors de la construction de sa villa à Saint-Tropez, démissionné. Pourtant, il sera relaxé. Le mois d'après, novembre 1994, Michel Roussin, ministre de la Coopération, mis en cause pour l'affaire des marchés publics d'Île-de-France, démissionné.
il sera condamné à de la prison avec sursis. Donc qu'importe, on est condamné, on n'est pas condamné, avec sursis, relaxé, non-lieu, peu importe. Un juge enquête, vous partez. On voit bien le problème. Je le répète, la mise en examen ne vaut en rien condamnation. Du moins en droit, qui est ce qui compte. Mais en médias politiques, si. Et cela pose deux problèmes. D'abord, cela instaure une responsabilité du ministre devant le juge. Quand la Constitution ne prévoit rien de tel, ni d'ailleurs aucune loi. Deuxième problème, cela installe une présomption de culpabilité qui, pas en droit, mais en fait, se substitue à la présomption d'innocence. Oh, s'il a été obligé de démissionner, il n'y a pas de fumée sans feu, etc., etc., etc. Et en cas de non-lieu, ou en cas de relax, le mal a été fait. L'honneur de la personne renvoyée du gouvernement a été malmené, et ça n'est guère réparable. Mais les médias et le public se délectent des affaires. Un peu lorsque l'on soupçonne corruption ou trafic d'influence. La délectation devient beaucoup plus grande en cas de faits divers graveleux, telle la mise en cause de Georges Tron en mai 2011. Le secrétaire d'État à la fonction publique doit démissionner avant même sa mise en examen. Avant. Adepte de réflexologie plantaire, il est accusé d'avoir poussé les touchés relaxants au-delà des doigts de pied et au-delà de l'acceptable. Aurélie Herbemont nous cite le contenu de sa lettre de démission. Dans cette lettre qu'il a adressée ce matin au président, Georges Tron se défend longuement. Si une faute, aussi minime soit-elle, avait entaché ma vie de citoyen, d'édile ou de député, je n'aurais jamais accepté les hautes fonctions que vous avez bien voulu me confier, écrit-il. Par cette démission, je pense suffisamment exprimer mon allégeance aux institutions que j'ai servies et au devoir qui est le mien de superposer ma conduite aux souhaits de l'État et du gouvernement, écrit-il. Le message est clair, il a été démissionné. Georges Tron, qui ne sera même pas remplacé, c'est le ministre du budget, François Baroin, son ministre de tutelle, qui reprendra le portefeuille de la fonction publique. Autant dire que vu de l'Élysée et de Matignon, cette affaire est déjà soldée. Vous vous mettez dans la peau du ministre ou dans la peau du chef du gouvernement. Si la personne concernée reste ministre, à chaque fois qu'elle se déplacera quelque part, il y aura une horde de journalistes pour lui dire alors, vous en êtes où de votre histoire ou alors les réseaux sociaux feront blague sur blague, il sera harcelé. Bref, quelque part, la démission est peut-être le seul moyen de relâcher la pression. Mais en même temps, ça correspond à la dérive que j'ai décrite. Et d'ailleurs, il y a un collègue de Georges Tron, un député socialiste de l'Isère, donc de l'opposition, de l'autre camp politique, qui a commenté avec pas mal de pertinence la démission de Georges Tron. Écoutez-le. C'était la seule solution. Hélas, je dis hélas parce que cette démission va à l'encontre de la présomption d'innocence, mais voilà, on est dans un contexte politique qui fait que la pression médiatique et politique est tellement forte que la démission s'impose. Il y a une solution intermédiaire à laquelle je réfléchis, mais elle est difficile à mettre en œuvre, ce serait d'instaurer une sorte de démission provisoire, c'est-à-dire que le ministre concerné pourrait démissionner le temps de prouver son innocence, et puis une fois son innocence reconnue, si elle est reconnue, il pourrait revenir au gouvernement. Le problème, c'est que le temps judiciaire est beaucoup plus long que le temps politique, et a fortiori que le temps médiatique. C'était le socialiste André Valigny qui commentait le cas de Georges Tron au micro d'Europe 1. Georges Tron a été jugé aux assises pour viol et agression sexuelle. Il a été acquitté en première instance, mais la procédure continue. Moins chaud, beaucoup moins chaud, mais quelque part plus drôle. La démission en septembre 2014 de Thomas Thévenoud pour non-déclaration de ses revenus pendant plusieurs années. Pourquoi plus drôle ? Mais par la défense de l'intéressé qui expliquait souffrir d'une phobie administrative. Ce problème de déclaration d'impôt a été découvert après la nomination de Thomas Thévenoud au gouvernement et le Premier ministre, qui l'a appris aujourd'hui, a considéré qu'il ne pouvait pas poursuivre sa fonction. Vous le savez, depuis l'affaire Cahuzac, les membres du gouvernement ont droit à une grande opération transparence. Ils doivent rendre publique leur déclaration de patrimoine et c'est vérifié, épluché, contrôlé par la nouvelle Haute Autorité pour la Transparence. Alors je vous cache pas qu'un dirigeant PS était atterré quand je lui ai appris la nouvelle. Le bon côté des choses, dit-il, c'est que la transparence a permis qu'il soit vite rattrapé par la patrouille, avant d'admettre, ce qui risque de rester, c'est l'image d'un pourri au gouvernement. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts accepte de rentrer au gouvernement ? Après tout,
personne n'est venu l'embêter, il est là tranquille. S'il rentre au gouvernement, c'est clair que il va y avoir des investigations supplémentaires. Moi, si je n'avais pas payé mes impôts pendant 4 ans, je peux vous garantir que ça ne s'arrêterait pas d'être ministre. Je ne veux pas chercher les ennuis quand même. Et la valse continue, presque discrète, devenue banale. La démission de Kader arrive en novembre 2014. Sinon qu'un pas est franchi puisqu'elle suit la simple ouverture d'une enquête préliminaire, en l'espèce pour attribution de marché public à des proches, même pas mis en examen. Un peu plus visible, vu sa notoriété, celle de Laura Flessel, ministre des Sports, en novembre 2018. Pour raisons personnelles, dira-t-elle. Fiscales, expliqueront les médias. Mais c'est vrai que parfois la séparation entre personnel et fiscal est floue. Infiniment plus spectaculaire en revanche au lendemain des élections législatives de juin 2017, les départs de François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, mis en cause pour l'utilisation de leurs assistants parlementaires lorsqu'ils étaient eurodéputés. Écoutez la déclaration de François Bayrou le 21 juin 2017. Il se trouve que j'accorde plus de prix au but à atteindre, à l'œuvre que nous avons à construire, qu'à mon rôle personnel au titre, au privilège et au galon. Je choisis de ne pas exposer à des campagnes mensongères le gouvernement et le président de la République que je soutiens. Si une dénonciation anonyme et non fondée, reprise dans cette cocotte minute que constituent réseaux sociaux, justice et médias, suffit à provoquer de telles vagues, comment se défend-on ? Et je pense que cette question mérite d'être posée. C'est vrai que la question mérite d'être posée, mais pour l'instant, on la pose comme ça une fois de temps en temps, mais on s'y attarde pas vraiment, alors qu'il faudrait trouver une solution. Alors, il y a un premier type de solution, c'est que si on sait qu'on va être mis en cause à raison, on n'accepte pas d'être ministre. Ça, c'est beaucoup plus simple, et comme ça, il y aura déjà moins d'affaires. Ensuite, peut-être qu'on pourrait se dire que la mise en examen ne devrait pas provoquer à elle seule la démission, et qu'il faudrait au moins attendre le renvoi devant un tribunal. Parce que là, regardez, c'est quand même un truc incroyable. On a un nouveau président de la République qui vient d'être élu, qui incarne la nouveauté, le renouvellement, le changement après le dégagisme, qui annonce qu'il y aura une moralisation de la vie politique, et son quinquennat commence avec cette histoire. Et pour compliquer encore les choses, l'histoire de la responsabilité ministérielle ne s'arrêtera jamais, du moins ne s'arrêtera pas tant que les hommes politiques ne comprendront pas qu'ils doivent strictement respecter la loi. C'est pourquoi il y a un ultime cas que nous étudierons dans notre dernier épisode, puisque c'est le dernier à ce jour dans notre histoire, à savoir la démission de Jean-Paul Delevoye. Mais ça, c'est pour notre prochain épisode. En attendant, ce qui trouble le jeu, c'est bien l'émergence d'une responsabilité devant le juge qui, en son principe, n'a pas lieu d'être. La dérive s'aggrave encore lorsqu'émerge une sorte de responsabilité morale et quasi immédiate devant les réseaux sociaux, dernier avatar de la responsabilité, dernier épisode de notre série avant son épilogue. Démission, histoire de ministre, l'épisode 5 est terminé. Démission est un podcast produit par Europe 1 Studio, avec l'aimable soutien du Club des juristes, que nous remercions. À la préparation Capucine Patouillet, à la réalisation Christophe Davio, à la production Claire Azan et Fanny Rascle. Pour les archives, c'est le formidable service Documentation Patrimoine d'Europe 1, dirigé par Sylvaine Denis, qui nous a aidés. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous sur Apple Podcast pour écouter l'épisode suivant, le dernier épisode de la série. Pour tout réécouter, abonnez vos amis, et puis peut-être à tout de suite.